Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue sur TLC Média, le média qui suit sa destinée avec toujours le même objectif, vous informer toujours plus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Natacha, autrice du livre 15 ans pour être mère. Bonjour Natacha, comment vas-tu? Bonjour Tigidé, je vais très bien et je te remercie de me recevoir sur TLC Média pour parler de ce sujet qui est tabou et que nous allons briser ensemble aujourd'hui. Alors effectivement, ensemble on va parler d'un sujet qui est très sensible, très tabou je dirais, un sujet qui touche pas que les femmes aujourd'hui. Nous allons parler de grossesse, de fausses couches et également d'infertilité. Pourrais-tu te présenter en premier temps? Bien entendu, alors je suis Natacha Kofi. Actuellement je travaille comme chargée de formation dans une société de transport ferroviaire en France. Je suis mariée, maman de 2 enfants, une femme épanouie et autrice du livre 15 ans pour être mère. Et j'accompagne également des couples qui sont en situation de stérilité et d'infertilité, justement sur le chemin de la parentalité. Mais écoute, c'est beau tout ça. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2024 et j'ai pu constater qu'il y avait une hausse d'infertilité. Selon toi, quelles sont les causes? Alors, aujourd'hui, les causes que nous retrouvons, beaucoup, comme je le dis souvent, nous sommes développés aujourd'hui, donc nous avons accès à énormément de choses via les médias, via les réseaux sociaux. Et les maladies sont découvertes, notamment l'endométriose, je vais y arriver. L'endométriose qui était auparavant personne ne connaissait, qui est reconnue aujourd'hui. Nous avons également comme cause d'infertilité tout ce qui est produits chimiques, notamment pour les femmes africaines, afrodescendantes également, qui depuis leur enfance ont pu utiliser des produits, notamment pour les cheveux, qui sont cancérigènes, mais également touchent à notre fertilité. Nous avons également ce qu'on appelle l'incompatibilité aussi, parce que beaucoup de couples ensemble ne peuvent pas avoir d'enfants, mais avec d'autres partenaires aujourd'hui peuvent avoir des enfants. Aujourd'hui, ces sujets-là ressortent et on peut en discuter. C'est ça qui fait que pour beaucoup, la fertilité augmente. Mais comme je le disais, soit les produits chimiques, il y a aussi tout ce qui est alimentaire qui rentre en jeu. Donc faisons très attention à ce qu'on mange, faisons très attention à ce qu'on met sur nous et également renseignons-nous, allons voir les médecins. C'est très important. C'est très important. Quand on parle d'infertilité, on a tendance à indexer les femmes. Alors on sait que pour concevoir de nos jours, il faut un homme et il faut une femme. On a tendance à pointer du doigt la femme quand on parle d'infertilité. Pourquoi? Alors, dans nos communautés afro et afrodescendantes, c'est la culture. Une femme est désignée comme génitrice automatiquement. On oublie son côté humain. En fait, avant d'être génitrice ou femme, c'est un être humain. Ou un homme également, c'est un être humain. Et quand il y a ce souci d'infertilité, de stérilité, on ne recherche pas du tout. C'est automatiquement la femme. Pourquoi? Parce que l'homme est toujours mis en avant, ce piédestal, la force, le protecteur. Il ne peut pas, celui qui donne la descendance en fait. Donc, cette personne qui donne cette descendance ne peut pas avoir de soucis. Elle ne peut pas, c'est pas possible. Donc, quand on parle d'infertilité, automatiquement, sans même chercher pourquoi, ça va se retourner contre la femme. Même, parfois, l'homme sait qu'il a cette stérilité-là. Et comme je l'indique dans le livre, il y a 3 types d'hommes. Il y a les hommes qui sont lâches, là on va le dire clairement. Ils n'assument pas. Hein. Oui, tout à fait. Il y a ceux qui sont dans le déni. Pour eux, c'est pas normal. Et il y a ceux qui sont dans la culpabilité. Donc ils ont ce souci-là, mais ils se le reprochent à tel point que ces hommes-là font en sorte de détruire leur couple. Intentionnellement ou pas forcément avec la volonté de le faire. Parce qu'ils ont tellement cette culpabilité en eux qu'ils n'arrivent pas justement à regarder dans le miroir qui est leur compagne. Et voilà, pour moi aujourd'hui, indexer systématiquement la femme, non. Justement, je me bats contre ça. Quand je vais dans les groupes de parole, ce que je leur dis, avant tout... Lorsqu'on commence à vouloir avoir ce projet de parentalité, vous êtes 2, donc c'est à vous 2 d'aller faire les tests. Et quand vous avez le diagnostic, on sait qu'il y a ce souci-là. Et monsieur et madame doivent se protéger. Ils doivent se protéger. Donc c'est pour ça que dans le livre, je vais mettre dans la méthode, la première chose, c'est le couple soudé. Protégez-vous. Parce que comme ça, quand l'extérieur vient vous voir pour vous dire...
pourquoi madame a ça, monsieur, c'est à vous de protéger votre épouse. Voilà. Bah, merci beaucoup pour... J'espère avoir répondu à ta question. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis-je? Je t'en prie. Je me présente, Salou Keita, je suis président d'une association qui s'appelle Asbag sur Bagneux. Donc bon, ça n'a rien à voir avec le thème de notre sujet, c'est juste pour vous dire qui je suis. J'ai bien écouté votre thème et je suis content que vous m'ayez invité. Et je vous remercie, mesdames aussi. J'aime beaucoup votre thème, j'aime beaucoup votre sujet. Et c'est vrai que vous avez raison, les hommes ne sont pas assez impliqués. Mais je voudrais rajouter quelque chose sur le fait que vous parlez d'infertilité par rapport au fait que les hommes accusent beaucoup les femmes. Sachez une chose, c'est que l'époque de maintenant fait beaucoup aussi que les hommes ne veulent pas avoir d'enfants. Pour quelle raison? C'est pas forcément parce qu'on n'aime pas la femme avec qui on est. C'est pas forcément parce que nous, on va dire, nous sommes plus attirés par d'autres ou d'autres personnes. Non, c'est parce que l'époque de maintenant fait que d'avoir un enfant, c'est difficile, économiquement parlant. D'accord? Que ce soit même socialement parlant. Et même en parlant d'éducation, c'est pareil. Vous avez tout à fait raison quand vous dites que c'est vrai que la femme a tous en fait, les devoirs par rapport à l'homme, et qu'en fait on a toujours dit que la femme doit rester à la maison et que en même temps elle doit subvenir aux besoins de l'enfant. C'est vrai, ça a toujours été comme ça culturellement parlant, par rapport à nos familles, ça a toujours été comme ça. Je dis pas que c'est un mal, c'est un bien pour nous parce que ça fait en sorte qu'on puisse avoir une certaine, on va dire, une certaine équilibre, on va dire, dans la maison et en même temps dans le travail. L'homme, il doit ramener la subsistance pour la femme, d'accord? Et la femme, ok, doit aussi, on va dire, faire en sorte que l'enfant et la famille se développent à travers ce que l'homme ramène. Mais l'époque de maintenant fait que la femme travaille et qu'on doit respecter ça. Et que le fait que la femme travaille, si l'homme se retrouve à avoir, on va dire, une demi-journée ou je veux dire avoir des travails décalés par rapport à la femme, il se doit de faire à manger pour l'enfant et surtout pour la femme aussi. Et la mettre bien comme la femme le met bien aussi. Donc nous on se rejoint à ce niveau-là, mais je veux dire qu'il y a plusieurs paradoxes et il y a plusieurs problématiques qui font que ce n'est pas qu'à cause, on va dire, du fait d'accuser l'homme-femme, mais c'est parce que aussi la société veut que. Je suis tout à fait d'accord avec le point où l'homme ne veut pas d'enfant. Alors, c'est pour ça que je dis la première étape de ma méthode dans le livre, c'est le couple soudé. Pourquoi? Parce que quand on est soudés ensemble, on a fait ensemble notre projet parental. Ça veut dire que monsieur et madame, avant même de se protéger en tant que couple, on a discuté ensemble de ce qu'on voulait dans notre vie, que ce soit familial, dans notre vie où on allait habiter par exemple, on a tout mis en place. Et également le projet parental, on l'a travaillé ensemble. Parce que si moi je veux 5 enfants et que mon mari n'en veut pas, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que je dis d'abord, dans un premier temps, il faut discuter ensemble et savoir où on va. Parce que quand on sait où on va, on est sur la même longueur d'onde, on a cette vision ensemble. L'autre peut pas aller à droite, l'autre peut pas aller à gauche, on ne sera jamais ensemble. Et à un moment, ça va s'arrêter. C'est pour ça que j'ai souri à un moment quand vous avez dit, parce que les projets parentaux, c'est pas forcément avoir des enfants. Non, bien sûr que non. Je suis d'accord. Bien sûr. Il y a des personnes qui n'en veulent pas. Il y a des personnes qui aiment les enfants des autres. Moi, je connais des couples que j'ai suivis qui, eux, ne veulent pas d'enfants. Ils n'ont aucun souci. Ils n'ont pas de souci pour avoir des enfants. Juste qu'ils ne veulent ils n'en veulent pas à eux. Mais par contre, ils sont là, très généreux autour, pour s'occuper de leurs neveux, qui viennent pendant les vacances, ils prennent les enfants, ils partent, ou même ils peuvent parrainer ou devenir tuteur des enfants, comme on en voit souvent dans certains pays africains, mais ils ne veulent pas d'enfants. Et ça, c'est par choix. Voilà. Et ça, c'est un choix qui c'est ça qu'il faut combattre, il faut le dire. Parce que quand je dis dans nos cultures, couple égale enfant. Non. Couple égale pas enfant, parce qu'en plus, couple égale enfant dont la femme doit accoucher. Après, oui, ça, c'est un cas, ça reste vraiment une minorité. C'est vraiment une minorité. Je vais prendre 1% de la population, 1% de couples qui ne veulent pas d'enfants. Sinon, on sait tous que c'est un souhait pour tout le monde, c'est un souhait pour tous les couples. Moi, si je peux me permettre, à l'époque, c'est moi. Bon, moi j'ai 47 ans, je suis dans 77, tout ça. Donc, je vous dis honnêtement, 47 ans. J'ai 47 ans. Oui, j'ai 47 ans. Au secours. Bref, j'ai 47 ans. Et comme je vous disais, à l'époque de nos parents, c'était justement le fait d'avoir des enfants qui fait que c'était un privilège, c'est quelque chose. Un enfant, c'est une vie
c'est un héritage qu'on laisse derrière. C'est quelque chose qu'on veut. Maintenant, l'époque de maintenant veut que l'héritage qu'on connaît, c'est juste de l'immobilier, du patrimoine, vous voyez, de la terre. Alors que, pour moi, le matériel n'est pas une fin en soi, n'est pas une destinée. Pour moi, la destinée, c'est l'enfant. C'est ce qu'on va faire derrière. Ok, il y a des personnes qui ne peuvent pas procréer. D'accord? Il y en a d'autres qui adoptent. Exactement. Donc, très bien. C'est ce que moi, personnellement, entre parenthèses, j'aurais pas pu faire. Enfin, je sais pas, j'aurais pas pu faire. Si j'aurais été stérile, Dieu merci, non, j'aurais fait. Merci beaucoup quand même pour ton analyse, Saloum. Alors, dans les couples, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui traversent des épreuves qui sont très douloureuses. On parle de fausses couches. Est-ce que les femmes, selon toi, est-ce que les femmes et les hommes font leur deuil de la même façon? Selon moi, non. Les hommes sont plus... l'intériorisent plus. D'accord. Les femmes ont besoin d'en parler. D'en parler. Oui, elles ont besoin d'en parler et de se voir reconnaître comme victime quelque part, que les gens reconnaissent qu'elles ont subi un traumatisme. Un traumatisme. Parce que les fausses couches, l'ayant vécu dans ma famille, les personnes sont... c'est banalisé, parce que les actes médicaux, pour eux, fausses couches, vous avez perdu l'enfant et basta, on passe à autre chose. Mais pour la personne qui perd cet enfant, c'est très douloureux. Donc il faut cet accompagnement derrière. Parce que pour l'avoir porté, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Hein. La femme, elle le porte dès le premier jour. Et quand il arrive une fausse couche, même si c'est un jour après ou 6 mois après, je pense que la douleur, elle est toujours la même. Elle est toujours la même. Bien sûr, je t'en prie, Salou. Mesdames, moi je compatis à la souffrance de tous ces dames qui ont peur des enfants. C'est clair. C'est très dur. C'est très très dur. Et on pourra, nous en tant qu'hommes, moi j'ai dit, hein, le fait même d'accoucher, d'être enceinte ou autre, on ne pourra pas nous-mêmes le ressentir, on ne pourra pas avoir la notion de tout ce que vous avez subi à ce niveau-là. Mais je vous dis une chose, hein, mesdames, l'homme psychologiquement subit la même chose. C'est pas qu'il le dit et qu'il le dit pas, qu'il ne subit pas la même chose. Moi personnellement, il intériorise, c'est vrai. Il intériorise beaucoup. L'époque de maintenant fait que l'homme est devenu plus sentimental. Il faut pas déconner. L'homme est devenu plus sentimental et la femme est devenue plus dure. Pourquoi? Parce que la femme, non seulement, elle est, on va dire, elle dit qu'elle est plus autonome, même si on veut cette autonomie, mais elle est plus autonome. Donc, entre parenthèses, des fois, il y en a qui disent que, je ne dis pas que c'est votre cas, elles peuvent se débrouiller sans l'homme. Après, il y a des femmes qui sont très très fortes, mais bien sûr, qui arrivent à surmonter, même si c'est difficile. Un deuil ne se fait jamais, ça prend vraiment du temps. Comme il y a des femmes qui sont très très fortes, comme il y a des femmes qui sont très très fortes, comme il y a des hommes qui sont très très sensibles. Il ne faut pas en fait généraliser la chose par rapport aux hommes ou par rapport aux femmes. Parce que, comme on a dit au début, c'est un parcours, c'est un couple. On est ensemble, on fait un chemin ensemble. Exactement. Moi, personnellement, c'est mon premier enfant. Si j'aurais eu le malheur d'avoir eu ça, mais moi, je crois que j'aurais été pas plus en peine que ma femme, mais j'aurais été à la même égalité, ou peut-être un peu plus. Moi, c'est mon seul enfant. C'est la chair de ma chair. C'est ma petite princesse, ma petite chérie. Donc, peu importe l'enfant que j'ai, qu'il soit handicapé, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, qu'il soit blanc, mais ça fait bizarre, mais qu'il soit blanc, qu'il soit roux ou autre, c'est mon enfant. Donc le fait de le perdre, eh ben là, j'ai la même émotion, même si c'était pas pire que d'autres personnes aussi qui ont perdu. Après, il y a aussi peut-être que les hommes n'osaient pas, du coup, ils se cachaient derrière ce mur-là. Oui, c'est à cause des femmes. Je suis d'accord, on en parle beaucoup plus, je pense que... Maintenant, oui. Auparavant, les hommes, c'était comme s'ils étaient... comme on le voit, mais comme dans les... Voilà, exactement. Comme dans les films de science-fiction. Même s'il prend des coups, il doit résister, il ne doit pas pleurer. Mais qu'est-ce que disaient nos parents avant, quand les garçons étaient petits? Un homme ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. J'ai entendu, un homme ne pleure pas. Un homme doit pleurer. Si j'ai mal, je pleure. Mais mesdames... C'est exactement ce que vous avez dit. Mais mesdames, vous avez raison. Mais oui. Mais je vais vous dire une chose. Demain, un homme qui va pleurer devant une femme, il va dire quoi? Toi, tu es un lâche? Pourquoi? Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi il pleure déjà? Pourquoi il pleure? Parce qu'il a ressenti quelque chose. Merci. Mais voilà. Nous, franchement, on se rejoint, en fait, on se comprend à ce niveau-là. Oui. Mais je vous dis une chose, honnêtement, il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes ou plusieurs hommes, quand ils voient la sensibilité de telle ou telle personne, ils en profitent. Et après la finale, au début, sur le moment T, l'instant précis, il va te dire, c'est rien mon chéri, c'est rien ma chérie. Et à la finale, toi là, tu fais que de pleurer.
C'est vrai. Franchement, ça existe. Franchement, ça existe. Ils sont sensibles, c'est normal. Oui, il y aura toujours dans le monde des personnes qui abuseront d'autres personnes. Ça, malheureusement, on ne pourra pas le changer. Mais si une personne qui est sensible, elle a le droit de montrer sa sensibilité. Et bien au contraire, parce que justement, quand on regarde beaucoup, personnellement, j'aime beaucoup les émissions de... Bon, les émissions de Snap et autres, voilà. Mais quand on regarde ce genre de personnes-là, ce sont des personnes qui avaient souffert quand ils étaient jeunes, qui ne pouvaient pas parler, qui avaient eu des traumatismes. Mais alors que s'ils avaient pu se libérer de ces traumatismes-là, serait-il comme ça aujourd'hui, Non. Après, moi, je pense que ce deuil-là, il se fait vraiment à deux. Hein. Il se fait à deux, il se fait pas aux yeux de tous. Tu vas pas pleurer comme ça devant tout le monde. Et même, je pense qu'il se fait vraiment avec des personnes qui te sont chères. C'est ça. Bah, avec la personne avec qui tu partages ta vie aujourd'hui. Un homme, il ne doit pas montrer, je pense, cette sensibilité aux yeux de tous. C'est qui tous? Nous, l'homme. Moi, c'est le tous qui m'intéresse. Aux yeux de tous. Moi, je dirais, quand on parle de ce sujet-là, surtout, c'est un sujet qui est assez intime, on conçoit à deux. Après, il y a l'entourage aussi qui participe du coup à cette grossesse-là, à l'évolution. Et on peut partager avec la famille, si on veut, l'homme, surtout l'homme. Moi, je parle de l'homme. Je pense que l'homme ne doit pas montrer sa sensibilité à tout va. En fait, c'est un couple, donc c'est les deux. C'est bien ce que je dis. Le couple doit se protéger. Exactement. Et après, même si vous n'y arrivez pas à deux, vous avez aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des spécialistes qui vous accompagnent, qui accompagnent les gens. Aujourd'hui, c'est un cercle privé. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas parce que on va voir, je sais pas moi, un psychologue parce qu'on a souffert, qu'on a des problèmes psychologiques. Non. Aujourd'hui, il y a des thérapeutes, il y a des psychologues, il y a des personnes qui sont là pour aider ces gens-là, ces couples-là. Donc il faut à deux, le couple, en discuter et aller voir ensemble. Tout le monde ne doit pas le savoir, je pense que c'est personnel. Il va voir le psychologue, c'est personnel. Parce que les gens pensent que c'est une faiblesse. Maintenant, moi, je pense une chose, personnellement, c'est que je trouve que c'est dommage parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul. On peut parler avec les gens qui vont nous conseiller. Pourquoi? Parce que même un enfant, il peut nous conseiller. En Afrique, on ne va pas voir un psychologue. Maintenant, oui, il y en a de plus en plus. Ça commence. Donc, de plus en plus. Chaque conseil peut être fructueux et peut être positif, et peut être, on va dire, avoir un message positif. Ça dépend comment on va le tourner. Ouais. Donc moi, je vous rejoins, mais c'est vrai qu'il y a des choses, ça dépend de la culture, ça dépend de l'endroit où on est.